résumé, mesdames et messieurs, et bam, c'est mercredi. J'attends, moi, personnellement, mercredi avec impatience parce que je suis entourée des intelligences de mon pays. Et aujourd'hui, nous allons débattre de deux grands thèmes. Nous allons parler de la menace islamiste en République démocratique du Congo et du découpage territorial et ses conséquences. Je suis avec Thierry Bongo de SSM. Bonjour Thierry. Bonjour Paulette. Merci, très heureuse d'avoir accepté notre invitation. Serge Kabongo, CCTV. Bonjour Serge. Qu'est-ce que ça va? Merci, ça va très bien. Ensuite, de temps en temps... Il a été en voyage. La RDC, c'est notre pays, on peut sillonner sans visa en tout cas. Et je termine par Faye Nico, Top Media. Bonjour Faye. Bonjour estimé. Voilà, nous allons parler de la menace islamiste, mais je sais quand même, on m'a fait la remarque, on m'a dit que j'essaie quand même de lire un peu la une des journaux parus. Donc aujourd'hui, Forum des As nous parle de, avant de prendre officiellement ses fonctions, Linda Thomas Greenfield annonce les couleurs, donc c'est celui qui remplace Russ Feingold. Si des présidents africains ne respectent pas leur constitution, les États-Unis aideront les peuples des pays dont des chefs d'État sont fait mandat à se prendre en charge, déclare donc la successeur de Russ Feingold. Géopolis Magazine a titré beaucoup sur sa une. La guerre fausse des chefs a commencé à la majorité. Aubin Minaku, première cible des tirs croisés. Voilà, le palmarès nous parle de Moïse Katumbi qui engage le Katango dans la voie du découpage. Nous allons en parler. Géopolis aussi, la stabilité et la postérité. Voilà, Janine Baboundaïev Bazaïba, élue femme la plus performante en 2014. Voilà un peu le titre des journaux paris ce matin. Pierre Loumier, le MSR, parle encore, très préoccupé par des contraintes listées pour la bonne tenue des élections. Voilà. Menace islamiste, ça c'est le phare qui a titré un peu aujourd'hui. Qui vous, après le M23, voici les islamistes. Thierry Bongo, quand on voit islamiste, ça fait peur. C'est vrai que les images qu'on déverse dans le monde par rapport aux islamistes, ça me fait penser à Boko Haram, ça me fait penser à AQMI, ça me fait penser au Daesh. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette menace est maintenant très très présente en République démocratique du Congo. Bon, si je m'en souviens, je me rappelle d'un point de presse du porte-parole du gouvernement qui avait déjà fait état de la présence d'islamistes dans les rangs des ADF NALU. Et les pratiques, même les façons de faire de ces forces négatives à l'est du pays, trahissent justement cette façon radicale qu'ont ce mouvement islamiste à agir vis-à-vis des populations. Ils viennent, ils massacrent des populations et ils s'en vont. Et la revendication claire n'est pas donnée, si ce n'est que des revendications religieuses. Donc l'islamisation, il fallait s'y attendre. Quand vous regardez géographiquement ce que présente la République démocratique du Congo, il est frontalier avec beaucoup de pays qui connaissent déjà la menace islamiste. On peut parler du Centrafrique, ou du Soudan. Et donc, avec la porosité de nos frontières, avec l'absence de l'autorité de l'État dans certaines parties de notre pays, il faut s'attendre que la RDC soit un pays propice à l'expansion de l'islamisme. Et bon, je pense qu'avec les opérations militaires qui sont en cours, cette donne nouvelle devrait être prise en compte pour que les forces armées de la République démocratique du Congo, qui combattent seules, puissent se charger rapidement de la question telle qu'elle se présente. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une multiplication de problèmes depuis un certain temps. Et depuis surtout que l'armée congolaise a décidé d'aller seule en guerre contre l'insécurité dans l'est du pays. Il y a une multiplication de problèmes. On entend parler des M23 qui se réorganisent, on entend parler des FRPI, on entend parler des ADF NALU, FDLR sur qui on tire et qui disparaissent et qui reviennent. Donc il faut s'en dire que il y a un genre de complot international, on a l'impression. La question doit être prise dans sa globalité et je crois que aller dans l'esprit rien que militaire et revancheresse, ce serait un petit peu se tromper. Et il faudrait vraiment que les services de sécurité, alors j'en appelle là vraiment à l'ANER, qui joue véritablement son rôle de service de renseignement, qui donne des informations clés et claires aux forces armées pour qu'ils puissent frapper des cibles là où ça fait mal. J'essaie de vous lire un peu parce que c'est une menace qui fait trembler le monde, parce qu'on n'a vraiment pas envie de voir des blindés surgir et nous envahir, parce que quand il y a des islamistes dans un pays, eh bien, vous ouvrez la porte à beaucoup de choses. Voilà, selon le phare ici, selon une récente édition de la revue Les Nouvelles du Continent, des recrutements massifs et suspects des jeunes filles et garçons ont repris avec force au nord et au sud Kivu sous le label de la Muslim Defense International.
Voilà. Donc, sous divers prétextes, notamment celui de bénéficier tantôt des bourses d'études pour une formation spécialisée à l'extérieur, tantôt celui de profiter d'offres exceptionnelles d'embauche ou encore celui de suivre une formation coranique de haut niveau, les jeunes sont recrutés à coût d'argent et envoyés dans le Grand Nord sans espoir de retour de leur famille. Et bien voilà, c'est ce qu'on craignait un peu. Hein. Ça y est, ça se trouve maintenant dans nos portes. Serge Kabongo, que doit faire l'État un peu pour essayer de casser un peu cet engrenage là-bas? Parce que si on recrute déjà dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, et bien pourquoi pas à Kinshasa, au Bandundu et ailleurs, hein? Une pensée pieuse à Mike Mkebaï, les confrères, mais aussi à tous les confrères de RTC, Canal Kin qui souffrent d'une mesure arbitraire. Rapidement, je reviens sur la question. Les confrères ont très bien détaillé cela. Hein. Moi, je ne suis pas étonné parce qu'entre islamistes et Adef Nalou ou encore Mbororo et M23, tous déjà listés comme des terroristes par les Nations Unies. Et on a déjà connu ces actes ici à travers les pays, plus précisément à l'Est. Donc il y a eu des moments, je trouve que je ne suis pas surpris. Mendel avait même dit, il avait une fois fait état de quelques têtes éléments de Chebab au niveau de l'Est de la République. Si vous voyez déjà les terrains, il est très propice et je trouve que quand vous voyez les événements, aujourd'hui, cette poussée islamiste ne peut que rapidement ravager. Si vous voyez au niveau de la RCA avec l'Équateur Nord-Ubangi, vous voyez un peu le Sud-Ubangi en frontière avec Zongo, là où il y a un peu de Seleka acquise aux musulmans. RCA, rapidement, ils ont traversé vers Zongo. Vous avez du côté de la province orientale, vous avez déjà une zone majoritairement acquise à l'islam, mais vous avez les Adef Nalou, vous avez aussi des Mbororo qui sont là-bas. On a même signalé à un moment la présence des Mbororo vers Yakoma au niveau de l'Équateur Sud. Donc je trouve qu'aujourd'hui il est plus que temps pour que les services se réveillent. Ce n'est que, je crois, une sonnette d'alarme et on doit vraiment beaucoup travailler sur ça. Cette question devrait être prise à bras le corps parce qu'aujourd'hui ce terrorisme, je vous dis, ma très chère consoeur, c'est pas simplement les États qui combattent cela, ça doit être combattu, comme le confrère a dit, d'une manière globale. D'abord le pays concerné, les pays de la sous-région, mais aussi au niveau même de l'Union africaine, et j'irai même loin, au niveau même de la communauté internationale. Et pourquoi je dis ça? Quand vous voyez les provinces de l'Est, je prends les Grands Kivu avec le Maniema, un peu aussi la province orientale, vous faites une analyse, vous allez tout justement comprendre ici que quand il y a eu des guerres plus de 20 ans aujourd'hui, la population, bref, les jeunes ont un peu les sentiments d'abandon vis-à-vis de la République. Ils se disent, voilà, nous, c'est la guerre, on n'a pas étudié, on n'est pas pris en charge, le lendemain n'est pas assuré, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Alors, ils sont là, prêts à mordre à toute la mission. Et c'est ça maintenant les problèmes. Il faut maintenant une politique, que ce soit au niveau national, pour que l'action soit coordonnée, et pour des résultats efficaces. Il ne faudrait pas que l'on vienne ici et laisser les gens, on passe à la RTNC pour parler, on a tapé Caméré pendant qu'il y a un danger et qui guette la République. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se prépare pour aller aux élections, on se prépare pour les découpages, mais je trouve que c'est... Cette menace est très sérieuse. Hein. Exactement, très sérieuse, et je pense que l'armée nationale est là pour faire ses travaux, même si la MONUSCO avait suspendu sa participation pour le combat avec les FDLR, je ne pense pas que cette fois-ci, la MONUSCO, d'ailleurs nous faisons partie intégrante de la communauté internationale, la MONUSCO devrait nous appuyer, nous attendons, on est mercredi aujourd'hui, je ne sais pas si la MONUSCO ferait également état de la présence. Faye Nico, Forum, le phare, pardon, s'inquiète un peu. Est-ce qu'il y aura-t-il connexion avec les Chebab du Kenya, les Seleka de la République centrafricaine? Y aura-t-il connexion avec même le Boko Haram du Nigeria aujourd'hui? Est-ce que la RDC est-elle réellement menacée aujourd'hui par cette... C'est vrai que c'est peut-être au début, on ne sait jamais, peut-être le mal est déjà... Le verre est déjà dans le fruit par rapport à cette menace islamiste. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Je n'aimerais pas être compris sur la question et je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Mais quelque part, nous devons nous poser la question pourquoi il y a eu le terrorisme. Et les gens font parfois la confusion, pensant que le terrorisme est né chez les Arabes. Le terrorisme n'est pas né chez les Arabes. Ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, on les appelait les kamikazes. C'est
lorsque l'armée japonaise subissait de revers face à l'armée américaine, c'est ainsi que le pays du soleil levant s'était décidé de recruter quelques personnes pour au moins atteindre une cible américaine. Les kamikazes, oui. Les kamikazes. Et que le Tokyo décida ainsi de recruter quelques personnes avec l'objectif d'atteindre au moins une cible américaine. Aujourd'hui, pourquoi il y a la recrudescence en Afrique du terrorisme? Quelque part, le terrorisme est né, la base du terrorisme, c'était la frustration. Vous savez, lorsque une personne se sent mal à l'aise, elle se dit, je n'ai plus de solution à mes problèmes. Vous osez faire ceci, on vous malmène, on vous maltraite, on vous réprime dans le sang. Et que c'est ainsi que les Japonais avaient dit, il n'y a plus encore moyen de recruter 10 000, 20 000 militaires. Une fois que vous réunissez 10 000 militaires, l'armée américaine vous frappe. C'est ainsi qu'il faut recruter deux, trois personnes. Généralement, ce sont des pêcheurs en eau trouble, ce sont des gens qui profitent dans des zones où il y a l'insécurité pour se faire entendre. Si réellement il y a la présence des islamistes à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une question qui appelle une fois de plus Kinshasa à prendre une fois de plus ses responsabilités vis-à-vis de ses frontières et que surtout l'autorité de l'État puisse se faire sentir. Là où, parce qu'avec les terroristes, ça ne va pas demander 4-5 personnes. Avec 2 personnes, ils peuvent agir. Et ce qui leur intéresse, ce n'est pas la perte dans leur camp, mais c'est le fait d'atteindre la cible de l'ennemi et que cela soit répandu dans le monde pour se faire sentir. Et la balle est dans le cas de Kinshasa, qu'ils prennent ses responsabilités, mais connaissant Kinshasa, si réellement il y a des islamistes, ou soit c'est une question qui est soulevée pour attirer, pour stimuler Washington, parce que là où on signale la présence des islamistes, Washington n'hésite pas, quels que soient les problèmes qui peuvent avoir. Aujourd'hui, Washington soutient Assad. Quand bien Assad a massacré, quand Assad a commis Bachar al-Assad. Il a eu à tuer, il a eu à massacrer. Mais étant donné qu'on a signalé la présence dans le rang de rebelles, aujourd'hui Washington soutient Assad. Mais quand bien même Paris était encore dubitatif, ne veut pas s'engager. Oui, voilà. Oui, Thierry, puisqu'on n'a pas beaucoup de minutes, Thierry Bongo, c'est une façon aussi, comme l'a dit, c'est vrai, ça m'a titillé un peu, est-ce une façon de faire appel aux États-Unis pour venir en République démocratique du Congo, là où il y a les islamistes, en tout cas les États-Unis, en tout cas, ne regardent pas à 2 fois et réagissent. Bon, en fait, c'est que, c'était peut-être un point de vue, mais là, ça serait une sorte de manigance, parce que les FARDC, on est en train de les vanter, ils ont le vent en poupe, ils sont en train de ratisser large, c'est ce que nous, on nous dit tous les jours. Alors je ne vois pas... c'est peut-être pas le gouvernement, c'est peut-être l'opposition qui l'opposition, je n'ai pas vu l'opposition prononcer sur la question des islamistes. Mais ce que moi je sais, c'est que le terrain est propice à l'expansion de l'islamisme. Il ne faut pas voir les épiphénomènes. La pauvreté est là, voilà, les frustrations, tous les pays qui ont vu la recrudescence de l'islamisme, ce sont des pays dans lesquels ces radicaux ont semé les germes de la frustration, de la radicalisation. Et cela ne peut être fait que sur une terre fertile. Les jeunes qui s'embrigadent dans ce genre de mouvement sont des jeunes perdus, des gens qui n'ont pas d'espoir, n'ont pas d'avenir et qui pensent que leur avenir serait de se vendre à Allah parce que Allah miséricordieux, après cet acte, va leur donner plusieurs milliers de vierges qui vont vivre avec eux au paradis. Mais c'est ça le problème. Le problème est de fond. Où va la société mondiale aujourd'hui? Quand on voit le monde en général, on sent que les jeunes ne se retrouvent pas. Et quand on vient en RDC, c'est pire. C'est 90% de chômeurs, c'est 90% d'illettrés. Ce sont des personnes qui n'ont aucune formation. On a la croissance à 2 chiffres. La croissance ne tient pas compte de ça. Cette croissance-là n'est pas encore inclusive. C'est pas moi qui l'ai dit. La croissance, elle est dans le secteur productrice de minerais, et ainsi de suite. Mais la croissance en tant que telle, inclusive, qui entraîne des emplois, qui entraîne justement la marche de la nation, on ne l'a pas encore, ça viendra. On nous l'a promis. Mais pour l'instant, nous sommes un pays propice à l'expansion de cette forme de violence qu'est l'islamisme. Il n'y a pas de jeunes dans ce pays, 90%. Va aller dans la rue, demandez-leur, monsieur, qu'est-ce que vous allez être dans 10-15 ans?
Mais la preuve, voyez les élections. Combien de candidats? Nous sommes tous formés à devenir des administratifs, travailler dans des bureaux. Mais personne ne va travailler. C'est ça le problème. Il y a un sérieux problème de formatage de la société congolaise. Et ce problème risque justement d'amener d'autres problèmes que sont l'islamisme. Serge Bongo, 55 ans après les indépendances, on peut dire carrément à qui la responsabilité? Aujourd'hui, on a l'impression vraiment que les gouvernements africains ont carrément échoué quand on voit comment les dictateurs africains essaient de tripatouiller la constitution. Les élections en Afrique sont devenues vraiment une période de tension, de trouble. Le côté social n'est vraiment pas satisfaisant. Est-ce qu'aujourd'hui la responsabilité est partagée, en fait, si je peux m'exprimer, entre la communauté internationale et les responsables? Je commence par les islamistes et pour peut-être chuter par votre intervention de tout à l'heure, Paulette. C'est pas une question qui concerne simplement les Congos. Vous savez, le terrorisme, c'est maintenant une question internationale. Vous avez au Moyen-Orient, ça frappe, au Proche-Orient également, et ça bouge. Même là où il y a la sécurité du monde, aux États-Unis, ça bouge. Mais le problème, c'est que quand il y a des espoirs, qu'est-ce qu'on fait dans des pays normaux? Il faut susciter de l'espoir dans les chefs de la jeunesse. Le chef de l'État l'avait dit, je me rappelle, une fois, quand il a fait les tours après la guerre de l'Est, en créant des structures d'encadrement des jeunes. Parce qu'un jeune qui sort le matin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à midi ou le soir. Il est rapidement apprenable à tout vent. Donc, c'est ça les problèmes. Il faut maintenant que cette croissance dont on nous vante chaque jour, matin, midi, soir, sur les zones de la radio-télévision nationale congolaise, que cette croissance, comme quelqu'un qui venait de le dire hier, le vice-président de la Banque mondiale qui est passé ici hier, il dit qu'il faudrait que cette croissance reflète aussi les paniers de la ménagère. Comment vous pouvez vous imaginer, on crée par exemple la ferme agro-pastorale Bukangalonzo, mais il faut aussi créer des conditions. Vous avez simplement pas de maïs que les gens vont consommer, mais il faut aussi voir quel est le Congolais qui va bénéficier de ces projets-là. Ça sera un Congolais le plus moyen de Kinshasa, ou celui-là qui est plus proche de Bandundu, ou celui-là qui est... Aujourd'hui, notre économie, notre croissance, elle est portée juste sur... les secteurs miniers. Or, dans les secteurs miniers, aujourd'hui, il n'y a pas de croissance. La croissance est vraiment au niveau même de l'agriculture. Nous courons derrière le temps, voilà. Il faut créer toutes ces conditions-là. Voilà. Nous prenons maintenant le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est le découpage territorial. Faye Nikomika, et bien voilà, nous avons maintenant 26 provinces, mais les gens se demandent, c'est encore 26 problèmes de trop, en fait, si je peux me résumer ainsi. Donc on aura 26 gouverneurs, 26 assemblées provinciales, tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une solution au problème ou un problème aux solutions? En fait, on ne sait plus très bien avec ce découpage. Oui, merci, mais malheureusement, je n'ai pas eu aussi à avoir le temps matériel de répliquer, mais on évolue. On évolue. Alors, quant à la question du découpage, je crois que non, ça fait partie du stratagème de la majorité. C'est une manière de vous étouffer, afin qu'on arrive au glissement sans pour autant parler du glissement. De l'autre côté aussi... C'est pourtant prévu dans la Constitution. J'ai dit ceci, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Mais il faut se poser aussi la question. Pourquoi on ne l'avait pas fait depuis longtemps et qu'on l'ait maintenant qu'on juge bon de le faire en moins de 24 mois des élections? C'est peut-être stratégique. Parce que plus maintenant qu'il y a des problèmes, on est étouffé, plus aussi la malhonnête opposition étant aussi étouffée, maintenant on va se poser, personne n'ose maintenant parler du glissement tout haut. Mais on tend vers le glissement tacitement. Mais les 26 provinces sont maintenant, nous devons assister à leur installation, mais la sempiternelle question de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que même à Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas encore son siège. A fortiori l'Interland. Je me dis, par exemple, lorsque vous allez dans le Sankourou, vous allez par exemple dans le Bandundu. À Bandundu ville, j'ai assisté à un spectacle de Zola. Il n'y a même pas des écoles. Les écoles dont on parle, je vis en 2014 des écoles en rameaux. Je ne parle pas de l'internet de Bandundu, je parle de la ville de Bandundu. La cour d'appel de Bandundu est dans un bâtiment, je dirais, du 14e siècle. A fortiori, il faudrait que dans chaque province qu'il y ait aussi une cour d'appel, qu'il y ait aussi des tribunaux de paix,
qu'il y ait des tribunaux de grande instance. Au moment où à Kinshasa, le miroir de la République démocratique du Congo, tous les tribunaux de paix de la ville de Kinshasa sont réhabilités par l'Union européenne. Mais les tribunaux de grande instance de Kinshasa qui ne sont pas réhabilités par l'Union européenne, madame, je vous dis, si vous arrivez au parquet de grande instance de Matete, une fois que vous foulez vos pieds dans le couloir, il y a une odeur nauséabonde qui vous accueille. Allez au tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu, où vous trouvez dans une cellule, il y a des fois 6 audiences qui se passent au même moment. Vous vous en doutez? Après l'émission, je vous amène à mes frais. Moi, je suis un homme de terrain, je vis avec le peuple. Wow. Allez dans le tribunal de grande instance de Kalamu. Allez au parquet même de grande instance de Kalamu, madame. Aujourd'hui, vous vous en félicitez parce qu'on vient de réhabiliter, on vient de vous construire le bâtiment par la même Union européenne. Mais voyez là où l'Union européenne n'a pas fait, parce que l'immeuble, par définition, c'est un bien meuble par incorporation. Mais là, allez sur les fonds sur lesquels l'immeuble est bâti. Allez autour du bas. C'est triste. C'est triste, madame. Vraiment, Thierry Bongo, ce découpage-là, qu'on le veuille ou pas, ben, on aura les 26 provinces. Mais la question qui revient aussi, c'est le débat probable de Moïse Katumbi. C'est vrai que quand on parle de Moïse Katumbi, ça suscite toujours de la passion. Hein. Pourquoi Moïse Katumbi a voulu en premier parler de son départ? De prime abord, je vais dire que moi je suis décentralisationniste. C'est un mot que je devrais créer parce que je suis de ces personnes qui pensent que au lieu de multiplier les problèmes, la décentralisation devrait plutôt les diviser. Quand on a une province, c'est un gros morceau. Vous avez une province comme l'Équateur qui est bien plus grand que le Rwanda, peut-être aussi grand que la Belgique. Vous avez tout un gouverneur, et vous avez vu comment ces gouverneurs ont géré l'argent des institutions territoriales non décentralisées. Vous allez voir que la décentralisation pour certaines provinces est une nécessité. Et bénéfique, sera bénéfique. Elle devrait être bénéfique si, et seulement si, il y a de bons managers à la tête de ces nouvelles provincettes. C'est vrai, le mal congolais, ce n'est pas dans les lois, ce n'est pas dans les textes, ce n'est pas dans les règlements. C'est dans la personne du Congolais. Et dans l'application de ces lois. Mais ces personnes qui doivent mettre ces lois, ces textes en application sont tellement dévergondées moralement que ça pose problème. Et au lieu d'attaquer les personnes, on attaque la loi. Voilà pourquoi on révise les constitutions. Voilà pourquoi on fait tout cela. Parce qu'on veut se décharger de la responsabilité d'avoir mal agi. Et on dit que c'est pas nous, c'est la loi qui est mauvaise. C'est la loi qui est mauvaise, ce texte. Non, la décentralisation en soi n'est pas mauvaise. Elle devrait en principe, diviser les problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Mais les mauvaises langues disent, c'est vrai que tu ne vas pas répondre, mais les mauvaises langues disent que c'est une façon d'affaiblir un peu le gouverneur trop potent, qui se croit tout puissant. Non, là, ça serait un petit peu subjectiviser la question. C'est caricaturer un petit peu la question. La loi de proclamation est passée au Parlement avant que Moïse Katumbi puisse faire ce qu'on a eu à voir maintenant. Et ça a été promulgué par le chef de l'État après avoir passé son cursus normal. Ça n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. Mais là où je peux être un petit peu d'accord avec Faye Mbikaï, c'est à l'approche de Faye Mbikaï, c'est pas pour le Katanga, c'est par rapport aux élections. Pourquoi en ce moment, est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'attendre le prochain mandat qui vient pour y aller mollo crescendo, petit à petit par rapport à certaines provinces qui peuvent être déjà viables et d'autres, les provinces comme l'Ituri, on peut y aller déjà, puisqu'il y a déjà toutes les infrastructures. Comme semble-t-il. Mais quand vous mettez des provinces comme le Kwango, qu'est-ce qu'il y a au Kwango à part des savanes, des moutons, des chèvres? La population même du Kwango représente combien de personnes? C'est ça. Donc je vois que, quelque part, cette décision de décentraliser maintenant risque d'aller à l'encontre de certains choix politiques que la RDC a fait pour ces 2 années. J'aimerais chuter en disant ceci. Nous devons être plus lucides par rapport aux événements qui nous suivent. Nous avons remarqué que certaines chaînes de télévision sont asphyxiées, commencent à être asphyxiées, on leur retire les publicités. On va du côté des médias, on voit une certaine tendance à pouvoir museler les médias. Il y a de l'autocensure. Automatiquement, il y a de l'autocensure. Même les journalistes s'autocensurent sans qu'on le fasse. C'est la peur. On va dans le numérique. Tout le monde va aller dans le numérique. Leclerc ne va plus exister. On va imposer à la population d'acheter la télévision. Avec quel pouvoir d'achat? La population n'aura plus accès à l'information. On n'a plus accès à l'information, on décentralise de manière cavalière. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les rangs d'opposition.
ce qui se passe dans la société civile, dans quel climat sommes-nous en train d'aller d'ici 2016? C'est la question à laquelle je me pose. Est-ce que le découpage, Serge Kabongo, est-elle politique? A-t-on politisé ce découpage territorial? Ben, vous et nous avions voté pour cette constitution en 2006, quand Tshisekedi nous interdisait de voter pour cette constitution. C'est cette constitution et qui le dit en son article D, que le Congo comptait 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa. Donc d'autant plus que cette constitution a été votée par référendum, donc c'est le peuple qui l'a voulu, et donc on doit l'appliquer. D'ailleurs, il a été dit que ça devait être appliqué 36 mois après la mise en place des institutions. Mais on n'a pas eu ces 36 mois. Nous sommes allés au-delà des 5 ans. Ouais. Mais pendant ces temps-là, qu'est-ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait? Qui devrait faire quoi? C'est ça maintenant les problèmes. Chacun devrait jouer sa partition. Kabila a pris le pouvoir. En 2006, il a constitué le gouvernement. Il savait qu'il devrait avoir des provinciaux qui devraient venir. Ce ne sont pas des provinces, ce sont des provinces. Des provinces, excusez-moi. Ah, voilà. Qui devraient venir. Moi, je suis de la province de Kivu. Avec Gizenga. Gizenga savait que chez lui à Gungu. Ok. Gizenga, les patriarches, savaient que chez lui à Gungu, ça allait être, je ne sais pas moi, une ville, un territoire. Qu'est-ce que Gizenga a fait en tant que Premier ministre pour que le chef-lieu de la province du Sud Ubangui, sera Gemena, soit doté déjà des infrastructures pour abriter le gouvernement provincial, pour abriter l'Assemblée provinciale, pour aussi abriter les services étatiques? Il n'y a rien dans ce sens-là. Où allons-nous maintenant vers 2016? Qu'est-ce que Mouzitou, quand Mouzitou est devenu Premier ministre, qu'est-ce que Mouzitou a fait? L'Union européenne était prête à nous appuyer sur cette question-là. C'est pourquoi moi je dis que cette histoire, c'est vrai qu'elle est constitutionnelle, mais j'ai comme l'impression que on veut un peu jouer la carte de terre brûlée. Comme ça, tout va se casser. On met un peu la charrie avant le bœuf. Comment vous expliquez? On nomme des individus qui vont, eux, venir commencer à chercher où est le bureau. Non, en plein 21e siècle, ça ne peut pas se concevoir, Paulette. Ça ne peut pas se concevoir. On va nous dire que quand on a eu l'indépendance, vers les années 60, on n'avait pas les palais du peuple, on n'avait rien, on a commencé à construire. Voilà, on est vers les années 60, aujourd'hui on est en 2015, vous voulez nous dire que non, ça ne tient pas debout. Non seulement ça, mais les calendriers diaboliques et antidémocratiques de M. Malou Malou et son bureau, ça doit être passé au tabac à l'Assemblée nationale. Donc vous pensez qu'avec un projet déjà de la décentralisation qui ne va pas passer. Je lis une tribune là-dessus de quelqu'un de la MP, Lutundula pour ne pas les citer. J'ai même lu une tribune sur le potentiel hier de quelqu'un comme mon professeur à moi, Kabouya Lumuna, qui critiquait ces calendriers des Malou Malou, qui critiquait ces projets votés sur la décentralisation. Moi, je pense qu'on est Congolais. Déjà près de 5 ans d'indépendance, nous devons regarder la réalité en face. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable? Même le premier d'entre nous, les qui dit que cette histoire ne va pas se réaliser. Mais pourquoi aller justement au mur pendant que nous savons que cette histoire ne sera pas... Mais la donne électorale, il faut y parler aussi. Il y a une donne électorale par rapport à la question. Oui, c'est ça aussi. Le fait de multiplier 26 provinces aura pour conséquence première qu'il faut nécessairement un recensement de la population. Permettre la fixation des quotas électoraux pour l'élection des futurs gouverneurs de ces provinces et des futurs sénateurs à cette province. Tout ça, il faut qu'on puisse le faire obligatoirement. La première grande conséquence, c'est ça. C'est ça. Madame, je vais converger et diverger avec les amis sur certaines questions. Je vais commencer par extirper la question de moyens. Kinshasa ne manque pas de moyens. Ça, si, c'est un faux problème. On a dit les individus n'ont pas fait le boulot. S'il vous plaît, c'est un faux problème lorsqu'on vous les brandit et que vous l'embrassez, vous tombez dans leur propre piège. Les moyens existent bel et bien à Kinshasa. Par exemple, pensez-vous que non, c'est anormal ou bien impossible que Kinshasa, où sont passés les 50 millions de dollars que l'on payait pour la dette extérieure? Ne peut-on pas faire cela? Parce que la politique, c'est quoi? La politique, c'est donner solution aux problèmes qui existent. Si l'on prenait par exemple de nouvelles provinces, ce n'est pas 26 provinces, c'est 15 nouvelles provinces. Parce qu'il existe déjà 11 provinces. C'est 15 provinces. Est-ce qu'il est impossible de débloquer pour un pays comme Kinshasa 50 millions de dollars pour la construction, à raison de 3 500 000 par province pour la construction des infrastructures?
c'est pas impossible. Mais la question c'est quoi? Comme c'est un stratagème utilisé pour étouffer et qu'on glisse sans avoir déclaré tout haut le glissement, c'est pour cela qu'on avait attendu la fin de la mandature. Donc, pratiquement, ce n'est pas faisable pour 2016, pour toutes les contraintes évoquées. Administrativement. Parce qu'il il faudra aussi recruter. Il y aura des nouvelles recrues. Ces nouvelles recrues-là, lorsque vous allez les recruter, vous allez les placer où? Et le travail aussi de faisabilité sur le terrain. Ça va poser problème. Mais quant aux moyens, les moyens sont là s'il y a la volonté volontariste de le faire. Je vais peut-être ajouter une petite pierre par rapport à la question des moyens. Je vais vous une petite anecdote. Les amis du bureau central de recensement qui devaient faire pour le compte du ministère du Plan le recensement scientifique de la population, une base de données chiffrée et exacte sur laquelle on pouvait tous se baser pour permettre les autres récoltes de données par rapport aux futures échéances qu'on aura. Avait demandé 150 millions à la communauté internationale. Il doit être financé à hauteur de 150 millions pour faire ce travail en RDC. La communauté internationale avait déjà commencé à financer ses amis pour qu'ils puissent faire le recensement scientifique. L'État congolais devait participer et avait dit qu'il n'avait pas de moyens. On crée l'ONIP, on donne à l'ONIP les moyens. Combien l'ONIP demande pour faire l'identification de la population? 450 millions. Et l'État dit qu'il a les moyens. Voilà pourquoi, justement, il y a des problèmes par rapport à cette question des moyens. Vous dites que vous n'avez pas de moyens pour financer une opération de 150 millions, mais vous avez les moyens pour financer une opération qui a coûté le triple. Voilà là où se trouve le problème. Il y a un problème de volonté. Il y a un problème de volonté politique. Et nous osons croire que si réellement on veut atteindre les 26 provinces, en tout réalisme, ça doit être morcelé, ça doit être planifié dans un temps allant de 5 à 6 ans. Mais non, quand vous dites allant de 5 à 6 ans, quand on a voté cette constitution, ça fait aujourd'hui près de 10 ans, n'est-ce pas? Alors, 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? La constitution avait prévu justement qu'on puisse prendre une loi de programmation. Et cette loi de programmation devait tenir compte des réalités. C'est vrai que le passé, on ne va pas revenir dessus. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fasse pas. Mais si on doit le faire. Sinon, on ne vous entendra pas. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas... C'est ça le problème. La chasse aux sorcières viendra après. Mais revenons sur le... Pratiquement, on doit évoluer. Dans le fond, je suis de l'avis de Faye qui voit politiquement une manœuvre visant un certain glissement. Moi, je dis ceci. Vous êtes directeur des informations à la rédaction. Quand le journal de 20h ne passe pas, on viendra vous poser la question. Mais écoutez, il y a un problème au Congo. C'est l'autorité morale. On s'en fout de problèmes qui préoccupent la population. L'essentiel pour le régime, c'est d'abord rester. Et pour l'opposition? Non, cette malhonnête opposition, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Hein. Elle veut quelque chose et son contraire. Elle fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Et la majorité actuelle, elle connaît la faiblesse de cette opposition. Et qu'elle connaît qu'en allant comme ça, il n'y aura rien. Mais notre scène, au lieu de le dire... Cela pose aussi un problème de revoir un peu les manuels d'histoire aujourd'hui. D'ailleurs, ma fille m'a posé la question. Moi, franchement, je ne sais même plus dans quelle province elle est. Moi, je suis du Kouloumé, je crois que c'est Isangui. La province orientale... oui, non. La province orientale, c'est découpé en combien, en fait? Il faudra signaler que... La province orientale en 4. Il y a quoi et quoi? Ituri, Chopo... Bazuele, Otuele. Voilà, mais mes enfants sont de la Chopo, voilà. Donc ça devient maintenant compliqué. Il faut maintenant, c'est une sorte de formatage. On doit non, c'est pas compliqué, Paulette, à mon avis. C'est un peu compliqué. Ces provinces ont existé. Ces provinces ont existé. Des anciens districts, pour la plupart. Non, ce sont des anciennes provinces. À l'époque, vers les années 60, quand on a... Non, ce n'est pas impossible, madame. Ce n'est pas impossible. Il y a même de ces pays-là... C'est que nous devons avoir des hommes conscienciés, pas des inconscients, comme quelqu'un l'avait dit. Moutinga modeste. Il faut que nous puissions à un niveau où nous, Congolais, puissions apprendre à devenir des hommes normaux. Nous savons que nous allons vers la décentralisation. Il faut mettre des moyens pour ça. Il ne faudrait pas attendre à une année et demie de la fin du mandat. Non, ça pose encore le problème de changer de carte d'électeur. On doit tout changer. La carte d'électeur, madame, elle va rester la même. Mais le problème, il faut aussi faire un... On doit finir aussi avec cette histoire. Il y a aussi un problème politique important. Parce que quand le pouvoir va passer des nouveaux gouverneurs, c'est celle-là, elle est qui est déjà les gouverneurs qui ont une certaine obédience. Qui sera gouverneur, en fait?
On va nommer de nouveaux gouverneurs. On va nommer les nouveaux On va gouverneurs. les nommer. Il faut nommer Intérimaires. certainement. Et s'il faut encore aller avec au Non, niveau non, des la loi des dit ceci. La loi dit ceci. Là où, par exemple, je prends l'Équateur, ou soit l'Équateur, le gouverneur qui est là en Bandaka, il reste impeto. Même s'il est contesté aujourd'hui, il y a un problème de gestion. Tout le monde le sait. Ouais. La MPV, toujours les garder. Par exemple, Mbandaka, si ça fait partie de la province dite de l'Équateur, Mbandaka va rester une province. Il reste Mbandaka, c'est gouverneur. Mais La loi dit ceci. Oui, La loi dit ceci. La loi dit ceci. Là où il n'y a pas de gouverneur, les fonctionnaires de l'État, qui est le plus haut gradé, il assume ses fonctions en attendant la mise en place de Non, l'Assemblée on va le provinciale. nommer. On va le nommer. Mais on va le nommer comment? Parce qu'il doit être d'abord le plus haut placé en termes de grade, et quand on va l'investir, il va gérer cette province en attendant l'élection de Serge, nous l'Assemblée vivons au provinciale Congo. et du gouverneur. Je lis les textes et je ne fais pas les commentaires. Oui, sur les textes. mais Parce qu'on sommes à la fin, oui. En quelques mots. il faut placer un mot sur cette question. En soi, ce n'est pas mauvais. Lorsque la Constitution a parlé, on ne discute pas avec elle. Mais voyons maintenant l'opportunité de cette publication à moins de 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, la télé, c'est le temps. Voilà, le temps qui nous a été imparti est terminé. Mais ça nous reste toujours sur la gauche. Nous sommes des journalistes, nous avons toujours envie de parler, mais la télé, c'est le temps. Merci à Thierry Bongo de SSM d'avoir participé à cette émission. Merci à Serge Kabongo de CCTV. Merci. Et merci à Faye Nikombikai de l'émission continue sur les réseaux sociaux. Allez à ma page WebPress, nous allons mettre les titres de l'émission que nous avons débattu tout à l'heure et nous allons échanger. Qu'on le veuille ou pas, le monde est aujourd'hui régi par les réseaux sociaux. Et bien voilà, nous serons là. Tu n'as pas parlé des femmes. Oh, les femmes. On en parlera là, c'est tout un mois. On en parlera le mois prochain. Voilà, nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain avec le même plaisir. Sinon, pas plus.